Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Je pensais que c'était réglé à Gaza avec le plan de paix là, qui avait été annoncé. Un plan approuvé par le Hamas, présenté par les Américains. Or, c'est pas si facile que ça. C'est pas si simple que ça. Israël ferme la porte au plan américain et on est reparti encore une fois. Georges Mercier, analyste, doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris et à l'Université de Montréal. Salut Georges. Salut Alex. Ouais, finalement les espoirs n'auront pas duré très longtemps. Qu'est-ce qui justifie un refus de la part d'Israël? Puis est-ce que ça va aussi augmenter les tensions avec les Américains là, qui étaient donc fiers de ce plan-là présenté par le Conseil de paix? Ben oui, Alex, peux-tu croire qu'il n'y a pas de solution facile au conflit au Moyen-Orient? Hein? En tout cas, un qui commence peut-être à le comprendre, c'est Donald Trump. Bon, c'était quoi l'enjeu ici? Le plan Trump pour Gaza prévoyait que l'armée israélienne allait se retirer de certaines zones de la bande de Gaza au fur et à mesure que le Hamas allait se désarmer. Ce que les Israéliens ont fait savoir en fin de semaine, c'est non. Il n'y aurait pas de retrait israélien tant et aussi longtemps que le Hamas ne serait pas complètement désarmé. Okay. Donc, on change de logique ici, où la beauté du plan Trump, c'était que chaque partie se donnait quelque chose. Tu fais quelque chose, je te donne quelque chose, puis on peut y aller petit à petit. C'était très transactionnel. C'était très transactionnel, mais on avait un progrès mesurable, tu vois, avec une feuille de route, un échéancier. La position israélienne, elle est catégorique. C'est qu'il n'y aura pas d'échéancier, il n'y aura pas de fur et à mesure, tant et aussi longtemps que les Israéliens ne pourront pas être certains que leur sécurité est garantie, donc il n'y a plus d'armes, essentiellement du côté du Hamas, eh bien, on ne fera rien. Donc, le premier ministre israélien adopte une position maximaliste. Pourquoi? Potentiellement parce qu'il y a des élections qui s'en viennent en Israël le 27 octobre. Benjamin Netanyahou est dépendant d'une coalition où il y a des partis d'extrême droite qui, eux, maintiennent une ligne dure qui, à terme, voudraient rester à Gaza. Pas seulement s'assurer que le Hamas n'ait plus d'armes, mais rester sur le territoire de Gaza. Donc, c'est vraiment un pied de nez au plan du président américain qui avait été donc fier la semaine dernière de nous l'annoncer, nous dire « Enfin, ça débloque au Moyen-Orient. » Dans cette région-là, bon, ça ne débloque pas parce que les Israéliens adoptent une position maximale. Maintenant, il faut quand même dire qu'il y a un élément qu'on comprend ici, là, parce que le Hamas n'est pas le groupe le plus fiable de la planète non plus. Il a tendance à commettre des actes terroristes, donc la crainte, elle est compréhensible. Néanmoins, si on n'est même pas capable de s'entendre sur une démarche qui avait de l'allure sur papier, ça augure mal pour la suite. Bon, donc on ne s'entend pas à Gaza pour l'instant. On ne s'est pas entendu non plus en Iran. Et si bien que les Iraniens, eux, ont rajouté pratiquement des demandes à leur liste pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Ah oui, puis là, ce qui est fascinant, c'est que les Iraniens demandent aujourd'hui pour rouvrir le détroit ce qu'ils étaient censés avoir dans le cadre de l'accord-cadre. Bon, j'explique un peu ici. L'accord-cadre qu'on a signé en juin, il était fait de telle manière, même chose qu'à Gaza. Les Iraniens nous donnent quelque chose, les Américains donnent quelque chose. On prévoyait notamment, puis on en avait parlé ensemble, la création d'un fonds d'investissement en Iran de plusieurs centaines de milliards de dollars. Oui, puis on se demandait qui allait payer ça. On se demandait qui allait payer, bon, des pays du Golfe, des gens autour. Mais l'idée, c'était quand même que si les Iraniens nous montrent qu'ils ont rouvert le détroit, qu'il y a plus de navires qui passent, alors ils vont avoir un incitatif à continuer. Là, ce qu'on a appris en fin de semaine, c'est que la nouvelle position iranienne, c'est « on veut tout ce que vous nous promettiez » par la suite, mais on le veut d'avance. Et tant que vous ne donnez pas ça, on ne rouvrira pas le détroit. Puis on a des demandes gigantesques, là. On veut, bon, ça va, la fin des insultes américaines, le retrait des troupes de la région, les troupes américaines de la région, la fin définitive des hostilités. Donc, on demande aux Américains, abandonnez tous vos bargaining chips, abandonnez tous les éléments qui vous permettent de faire pression sur nous. Si vous le faites, peut-être qu'on va rouvrir. Et si on rouvre, ben on va rouvrir d'une manière qui nous profite à nous parce qu'on va garder une forme de contrôle. Mais ça, c'est dire, Alex, à quel point ils sentent du côté du régime iranien qu'ils tiennent vraiment le président américain. Parce que s'il veut vraiment sortir du conflit, il n'y aura pas le choix d'accepter ce type de demande-là. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Pourquoi ça ne bouge pas? Trump a donné une entrevue intéressante. Il dit « I'm low-keying it ». Maintenant, il n'y aura plus de nouvelle escalade militaire. Je vais continuer à tenter de les étrangler économiquement jusqu'à temps qu'au sein de l'Iran, ils se rendent compte que leur position, elle n'est pas si facile que ça non plus. Mais les Iraniens pensent peut-être qu'ils tiennent le Donald par les balles de golf, mais les Américains, Georges, pourront jamais accepter ça, là. Ben, ça dépend ce qu'on veut du côté américain. Tu sais, Alex, c'est une guerre qui n'est pas populaire.
qui n'a pas le soutien de la population. Il y a à peu près personne, à part certaines catégories de républicains qui soutiennent l'effort de guerre du président. Si l'intérêt principal de l'Américain moyen, c'est de payer moins cher à la pompe, là, et qu'il comprend que la menace nucléaire iranienne, elle est à long terme. Et de toute manière, les États-Unis ont l'arme nucléaire, donc il y a une politique de destruction mutuelle. C'est pas le plus grand danger pour eux. Peut-être que l'Américain moyen va dire, écoutez, je veux juste qu'on arrête. Et si je veux juste qu'on arrête, je suis prêt à leur donner plus de contrôle du détroit parce que c'est pas un coût immense pour mon propre portefeuille. C'est ça la logique. On peut concevoir un monde où on sort de cette manière-là. La stratégie américaine, la nouvelle, on va dire stratégie américaine, elle est intéressante parce que ce qu'on oublie toujours de mentionner par rapport au conflit en Iran, c'est que les Iraniens sont fiers, ils tiennent la tête haute, ils pensent qu'ils contrôlent les Américains. Bon, d'accord, peut-être au niveau de la guerre, mais au final, l'économie iranienne, elle va extraordinairement mal. L'inflation alimentaire est à 2 chiffres, le taux de chômage augmente, la croissance diminue. Il y a un moment où ils vont devoir régler leurs problèmes économiques. Ils ne pourront pas le faire tant qu'il y aura notamment un blocus naval des ports iraniens. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant, Alex. Le président iranien est conscient de ça. Il y aurait des tensions très importantes au sein du régime. Il l'a démenti. Il aurait même menacé de démissionner si on ne faisait pas des concessions aux Américains pour relancer les choses. Mais il y a 2 factions. Il y a des extrémistes qui, eux, pensent qu'il faut tenir la ligne dure. Et il y a des réformistes qui comprennent qu'un jour, il va falloir sauver l'économie de l'Iran. Et pour ce faire, il va falloir une résolution à plus long terme du conflit. Pendant ce temps-là, il y a les Houthis qui testent aussi directement l'accord saoudien, pakistanais et turc. Oui, et ça, c'était quoi cet accord-là? C'est un autre pied de nez aux Américains. Le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite ont signé ce week-end un pacte de défense qui ressemble un peu à l'OTAN, où récemment on dit une attaque contre un sera considérée comme une attaque contre l'autre. Pourquoi c'est significatif? Parce que ces 3 pays-là, ensemble, 3 pays musulmans sunnites, ont des capacités complémentaires. L'Arabie saoudite a l'argent et le pétrole, la Turquie a l'armée et l'industrie, et le Pakistan a l'arme nucléaire. Ils signent l'accord en marge des Américains, sans les Américains, et là, on apprenait qu'ils seraient prêts à l'ouvrir à d'autres personnes, comme l'Égypte, par exemple. Ce qui est curieux, c'est que tout de suite après, les Houthis, la milice du Yémen, tirent sur l'Arabie saoudite, comme pour... On voit ce que ça donne. Comme pour leur dire, écoutez, êtes-vous sérieux dans votre défense mutuelle, ou au contraire, c'est purement un effet d'annonce? Là, la Turquie et le Pakistan n'ont pas dit qu'ils rentraient en guerre contre les Houthis. Il faut dire que l'Arabie saoudite a tempéré sa réponse. Elle a dit, bon, essentiellement, il y a eu une raffinerie qui a été frappée, on a éteint l'incendie, c'est pas si pire que ça. On verra à terme ce qui va se profiler dans la région. Mais là, ce qui est intéressant, Alex, c'est qu'à partir de maintenant, dès que la Turquie, le Pakistan ou l'Arabie saoudite est frappée par une milice quelconque, la question qui se pose, c'est est-ce que les 2 autres grandes puissances de la région rentrent dans le conflit? Est-ce qu'il pourrait y avoir une autre escalade? C'est un signe qu'on tente de s'organiser au niveau de la sécurité en marge des Américains de plus en plus. Et un petit mot sur la Russie qui subit un revers au Moyen-Orient. Oui, il y avait une relation très forte entre Bachar al-Assad et le régime de Vladimir Poutine. Les Russes pouvaient jouir de l'usage de bases militaires en Syrie. Avec le départ de Bachar al-Assad, les relations avec la Russie se sont complexifiées. Le nouveau président syrien, M. Al-Shara s'entend bien avec Donald Trump. Là, ce qui vient de se produire, c'est qu'on a retiré l'usage pour les Russes de certaines bases en Syrie. Ils peuvent s'en servir, mais de manière beaucoup plus contrainte. Quand même un méchant revers pour la Russie qui jouissait de ce pouvoir-là pour avoir une influence au Moyen-Orient qu'elle perd de plus en plus. Merci beaucoup, Georges. Merci, Alex. Salut.